Bonjour Fabrice, on est où ici? Bonjour Cédric, bien écoutez, nous sommes heureux de vous accueillir dans la maison de thé L'Esprit du Thé, qui est située sur l'avenue Laurier, à l'intersection de Saint-Urbain. Et là, si on est ici, c'est parce que tu nous as parlé que cette année était une bonne année pour le thé de printemps. Donc explique-nous un peu ce que c'est le thé de printemps pour les gens qui connaissent pas ça forcément ou qui peuvent acheter du thé de printemps, qui n'en est pas d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, cette année c'est particulier parce que nous avons une conjoncture au niveau de la météorologie qui a été assez exceptionnelle, notamment avec un hiver qui a été relativement doux, mais qui a eu la particularité d'être assez enneigé. Donc ce manteau neigeux a produit comme un manteau qui a protégé un petit peu les théiers. Et puis surtout, ce qui a été très intéressant, c'est que sur la fin de l'hiver et le début du printemps, où parfois on a des redoux et puis des retours de gel, qui sont malheureusement parfois dédommageables pour ces jeunes pousses tout en haut, donc des petits bourgeons et petites feuilles en haut des théiers. Et cette année particulièrement, au contraire, on a eu un ensoleillement qui a duré sur plusieurs semaines, 2 à 3 semaines, et ce qui a fait que ça a donné tout ce qu'il fallait pour que le théier puisse de façon tout à fait naturelle développer des très beaux bourgeons et des très belles premières feuilles de l'année. Ok, puis tu as dit que tu allais peut-être nous montrer un de ces thés. Alors est-ce que tu peux nous parler de ta récolte, ce que tu as reçu, un peu d'où ça vient? Alors il faut dans la maison de l'Esprit du Thé, nous travaillons exclusivement qu'avec une origine de thé qui nous sont fournies par notre maître de thé, qui s'appelle Nadia Beko, qui est une femme qui a donné sa vie, on peut dire, au thé, et qui aujourd'hui fait partie des expertes les plus renommées sur le plan international, qui a un niveau de connaissance suffisamment développé pour éventuellement nous proposer une gamme de thé, mais je dirais même de vrai thé. On parlera un petit peu tout à l'heure, malheureusement, de ces faux thés qui viennent envahir le marché. Dès qu'il y a cet intérêt commercial, bien évidemment, on va retrouver une multitude de thés verts qui finalement ne viennent pas des vraies provinces. Alors en ce qui nous concerne, Nadia Beko a, de par ses relations, que ce soit dans les instituts, par des docteurs de thé, professeurs de thé, et notamment par l'expertise qu'elle a acquis depuis pratiquement, on peut dire, au moins 25 ans maintenant, a la possibilité de pouvoir nous sélectionner des jardins, on peut dire, classés exceptionnels, notamment dans les grands crus de printemps. Alors on verra la différence, ça sera important de développer qu'est-ce qu'un grand cru finalement et qu'est-ce qu'une première récolte. Alors déjà la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'un grand cru est forcément de printemps, mais une récolte de printemps n'est pas forcément un grand cru. Et donc je mets en garde les amateurs de thé de ne pas se faire tromper par une appellation de thé de printemps qui finalement n'est pas forcément d'une qualité exceptionnelle. Pourquoi? Parce que je pourrais imaginer par exemple le fait de faire une première cueillette dans un jardin qui n'est absolument pas connu localement par un institut, ni reconnu par la qualité de son thé, mais s'amuse à faire une cueillette au printemps, puis finalement je me retrouverai avec un printemps cheap, une cueillette de printemps cheap, vraiment de premier prix. Donc ce sont des thés qui n'ont aucune personnalité, n'ont aucun goût et qui sont facilement écartés des véritables appellations de thé vert de printemps. Alors dans les thés de printemps, on parle surtout des premières récoltes de printemps, c'est important. D'un côté on a les grands crus, en général les grands crus c'est des toutes petites productions. Voyez-vous là par exemple, ici nous allons déguster un Anji Baicha. Vous voyez par rapport à ce que je vous disais sur les faux et les vrais, vous voyez un Anji Baicha, une des caractéristiques facilement la présence d'un bourgeon et d'une feuille. Vous voyez à chaque fois dans la cueillette manuelle qui est faite, vous avez un bourgeon et une feuille. Là où vous pouvez déjà déceler un Anji Baicha qui est faux, c'est quand vous commencez à trouver 2 feuilles et un bourgeon. C'est-à-dire que normalement Anji Baicha, si vous voulez, vient de la province du Zhejiang, au nord de cette province, dans le village de Hanji. Et dans ce village de Hanji, vous avez quelques espaces où on trouve des jardins qui sont réputés. Et comme il y a un engouement pour ce thé, en fait, on trouve même des productions sur le sud
de la province, et ce qui fait qu'on n'est plus du tout dans les mêmes terroirs, c'est plus le même microclimat, c'est plus du tout les mêmes taux d'humidité, d'ensoleillement, alors que le vrai Anji-Bacha, voyez-vous, Anji, lui, est réputé pour ses bambous ensoleillés, humides, tout ce qui est bon pour le thé. Parce que le thé, c'est un peu comme un vignoble où on peut avoir un même cépage, mais qui ne va pas donner le même goût, que ça vient d'un endroit ou un autre. Exactement, la comparaison est bonne, c'est-à-dire que on peut avoir par exemple le Longjing, qui vient de la même province que Anji, mais dans une autre partie de la province, donc plus à Rancho, autour du lac de l'Ouest. Il faut savoir que les Chinois aujourd'hui se battent pour justement et s'inspirent d'ailleurs du monde du vin pour les appellations d'origine, et ils ont délimité que c'était environ à peu près 20 km² autour du lac de Rancho. Or aujourd'hui, on voit par exemple sur les 10 dernières années, on voit des plantations de théiers Longjing qui étaient jusqu'à 40, 50, 100 km, 200 km, 300 km, et qui sont cueillis et ramenés ensuite à Rancho et vendus à tous les acheteurs occidentaux ou importateurs occidentaux. Et on s'aperçoit depuis quelques années, et notamment ça c'est un des problèmes de non-connaissance ou de non-expertise, je dirais, des importateurs, c'est-à-dire que les Chinois, s'apercevant que finalement les importateurs achètent ce type de thé, sans en reconnaître que ce ne sont pas des vraies appellations, même si la feuille semble les convaincre que c'est un Longjing, mais en fait ça rentre dans des faux Longjing qui n'ont pas du tout ni dans la palette des saveurs et des parfums caractéristiques d'un Longjing. Et à partir de ce moment-là, les Chinois vont commencer à nous retirer les très très belles récoltes et vont les réserver soit à vraiment des experts reconnus, ou alors c'est ce qui se passe actuellement, les ventes sur le marché intérieur chinois, tout simplement parce que les Chinois ont un niveau de vie qui est en train d'augmenter, ils retrouvent une certaine puissance d'achat, et du coup les Chinois achètent ces thés. Et comme je vous disais, ce qui était très important, pourquoi en Asie on attend ces thés de printemps? Parce que ce sont des thés qui sont très riches, que ce soit sur le plan vitamines, que ce soit sur le plan oligo-éléments, que ce soit sur le plan minéraux. Et souvent en sortie d'hiver, où là on a une certaine faiblesse, on a accumulé les toxines, on va véritablement se précipiter à la récolte pour boire ces thés de façon à recevoir tout le bienfait de cette plante. Alors les Chinois parlent l'énergie c'est le qi, et ils veulent absolument boire le qi des thés de printemps parce que c'est un des qi les plus formidables pour recevoir, je dirais, cela au niveau du corps humain. Est-ce que ce qi de printemps, c'est pas un peu le sirop d'érable du Québec qui arrive Oui, tout à fait, mais on est dans un produit du terroir, hein. Donc tous les produits du terroir répondent à la même règle, c'est les règles de la nature. Donc c'est l'homme qui va dérégler par des intérêts commerciaux et marketing des productions, qui peut influencer une production soit prématurée, soit tardive. Et à partir de ce moment-là, les conséquences se font sentir. Le produit ne nous rend à la limite que la monnaie de notre pièce en fonction de notre patience ou de notre impatience à récolter ou pas le produit. Et pour vraiment pouvoir saisir toute la force de ce thé de printemps, est-ce qu'il faut être un connaisseur de thé, ou est-ce que n'importe qui boit du thé va pouvoir voir une vraie différence dans cette récolte? Alors, en fait, il faut savoir que dans l'été de printemps, comme je vous disais, on a les grands crus et on a des premières récoltes. Alors, quand on parle de premières récoltes, on a des récoltes de jardin tout à fait de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Et tout le monde peut goûter un thé. Et j'encourage tout le monde à faire l'expérience une fois, parce que c'est totalement différent. C'est plein de douceur, il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas d'amertume, c'est très agréable, c'est très parfumé. C'est des infusions qui sont très claires. C'est un verre qui est caractéristique des thés de printemps, que l'on ne retrouve pas sur les thés qui vont venir par la suite et puis qui vont tenir l'année jusqu'au prochain printemps, jusqu'aux prochaines récoltes de printemps 2009. Donc oui, on peut goûter des thés de printemps, et ce qui est d'ailleurs, j'encourage les gens même à faire des tests de plusieurs thés de printemps, ce qui fait que nous proposons des petits sachets de 20 grammes, et j'encourage les gens à faire comme une fois par an, de dire j'ai envie de m'offrir une bonne bouteille de vin, et là je les encourage à venir goûter et s'offrir un petit paquet de 25 grammes,
Pour vous dire, un paquet de 25 grammes, ça permet à une personne de boire 4 thés par jour pendant une semaine. Donc même si ça atteint entre 18 $ et jusqu'à à peu près, ça peut monter à 30, 40, 50 $, mais là on atteint déjà les grands crus. Les grands crus en général ce sont les amateurs, mais voyez-vous l'Anji Baicha, là c'est un Anji Baicha numéro 1, et on pourrait dire que cette année c'est un Anji Baicha, c'est carrément un millésime, si je voulais employer un terme attaché au monde du vin. Ok. Et donc cette dégustation, comment ça va se passer? Alors pour la dégustation, donc là on va goûter donc l'Anji Baicha. Alors en Chine on a une habitude sur les premières récoltes, c'est d'utiliser un verre. On fait attention au niveau on prend une eau de source, et cette eau de source, voyez-vous là je prends, sans faire de publicité, je prends l'eau d'Abitibi qui vient des esquerres d'Abitibi, et qui a une particularité d'avoir un équilibre minéral qui ne va pas venir contrarier, je dirais, la chimie de l'infusion. Alors, ce que l'on fait, on arrose un petit peu les bourgeons, délicatement les bourgeons et les feuilles. On laisse un petit peu l'infusion se faire. Et là, voilà, là on commence à sentir le printemps. C'est une saveur caractéristique. Donc là, on va compléter. Alors on peut constater qu'effectivement, les bourgeons et les feuilles sont en train de se réhydrater. Et si je prends par exemple, voilà, et là on va commencer à voir petit à petit les bourgeons et les feuilles qui vont reprendre leur forme d'origine. L'infusion est en train de se teinter d'un très joli vert, d'un vert printanier. Voilà. Et là on peut même commencer déjà dans un premier temps, on va goûter déjà. Alors on n'a pas besoin d'attendre très longtemps parce que le parfum est tellement puissant que quelques secondes suffisent. Couleur voilà. Très légère. Tout à fait. Ça, donc là on est sur la première infusion. Donc on le voit, elle est assez lumineuse, elle est assez claire. On voit le premier, on pourrait parler de la première palette d'un petit vert, un petit vert jaune, même vert. Je dirais, c'est presque le vert naissant de la couleur de ma veste. Donc là, on peut constater une chose. Donc ce sont des thés qu'on peut infuser 2-3 fois, et souvent même, on va voir que la deuxième va être plus parfumée. Alors là, comme vous pouvez le constater, les bourgeons se déploient, les feuilles davantage, et là on voit comme c'est magnifique. On voit les premiers, regardez la danse du bourgeon qui est... Je vais essayer de le tourner derrière. Je ne sais pas si vous voyez ce bourgeon qui est là. Voilà. Et là, si on observe le verre, vous allez voir petit à petit, ça va commencer à descendre. Vous voyez les premiers bourgeons. Voilà. La danse commence à se faire. Et là, on va voir que ça va descendre. Alors, on va goûter cette deuxième infusion. Là pour deux, il y a combien de grammes à peu près? Il y a 3 grammes là environ. Là c'est 3 grammes? Oui. C'est pas beaucoup. Hein. Là ça paraît beaucoup plus que ça, mais c'est très léger. Oui. Disons que c'est 3 grammes de produits secs. Okay. Donc c'est vrai que dès que ça reprend sa forme initiale fraîche, tout de suite les volumes... Alors là on va découvrir, là la palette va être beaucoup plus accentuée. On voit d'ailleurs le vert, je ne sais pas si vous remarquez Cédric, le vert est beaucoup plus soutenu. Oui. Il est toujours aussi lumineux, toujours ce vert printanier caractéristique des thés de printemps. Donc voilà, là on va faire la troisième infusion. Donc l'eau doit pas être trop chaude, il y a une température... Voilà, la température conseillée c'est 85 degrés Celsius. Ok, donc c'est pas de l'eau bouillante là, c'est vraiment on la laisse un petit peu, on la fait bouillir ou... Non.
Je déconseille d'utiliser de l'eau bouillante. Non, mais même la faire bouillir, on attend un peu qu'elle refroidisse. Il faut mieux la Il vaut mieux l'arrêter en température montante. On peut voir ici, par exemple, si on veut, voilà le bourgeon et la feuille ouverte par rapport à beaucoup plus verte. On voit si je la mettais en comparaison, voilà, là, voilà, voilà ce qu'elle devient. Donc on voit que la taille s'est multipliée facilement par 3, 4. Oui, puis elle a perdu cette couleur un peu foncée, ce vert un peu foncé. Tout à fait. Et on voit bien ici d'ailleurs, voilà ce que ça donne. Je vais mettre plus à la lumière, voilà. Donc on disait que les Chinois mangeaient le thé avant, mais est-ce qu'ils le mangent encore, ou est-ce qu'une fois qu'il est infusé, s'ils le jettent aussi, ou non, disons que ils mangent. Bon, les bourgeons sont très tendres. Il faut savoir qu'en Chine, on cuisine beaucoup au thé. D'ailleurs, la province du Zhejiang, à Ranzhou, il y a beaucoup de recettes de thé, comme des carpes farcies au longjing. On a des écrevisses au longjing. Il y a plusieurs plats comme ça. Et si on remonte dans certaines à l'époque avant la dynastie Tang, par exemple, dans les dynasties Han, même avant, le thé était considéré d'ailleurs comme un légume. Il a été considéré comme une plante médicinale également. Et c'est avec le développement, justement, par l'arrivée des moines bouddhistes qui ont pris en main et qui ont su développer tout l'art du thé. Et notamment sur l'entretien des jardins et tout, ce sont souvent les bouddhistes qui sont à l'origine des beaux jardins. Là, c'est la troisième. Voilà, là, donc on va goûter la troisième infusion. C'est probablement la dernière. Oui, parce que là, on est sur une finesse de thé et comme les feuilles les bourgeons sont assez tendres. Voilà, là on voit bien la couleur là cette fois-ci. Et donc la façon de préparer, c'est ça, on n'utilise pas de théière là dans ce cas-là? Non, je déconseille à la limite, même si on n'a pas de tasse chong, c'est-à-dire avec celle qui est avec le couvercle, je préconise d'utiliser un verre pour ce thé, et puis d'ailleurs pour tous les thés de printemps, ne serait-ce que déjà pour la beauté. Pour voir la beauté des feuilles, de pouvoir regarder et puis de se dire voilà, là, Cédric, vous êtes en train de boire un thé qui a été cueilli à la main, peut-être vers 4 heures du matin par des jeunes filles il y a 4 semaines. Voilà, et que là vous êtes en train de le déguster. À Montréal. À Montréal, exactement. Donc, je vais finir de déguster ça, puis je vous remercie beaucoup de cette petite initiation. Je sais que si on veut en savoir plus, vous êtes un puits de savoir sur le thé sur Montréal, donc on peut venir vous voir dans la boutique sur le Laurier. Alors, chose importante, le 29 mai, le 30 mai, le 31 mai, nous organisons des réunions, des sessions de dégustation de ces thés de printemps. Donc, vous pouvez aller sur le site www.espritthé.com où on a mis les dates et les indications. Il y aura une petite surprise à la fin de la dégustation. On aura un petit invité, Cédric que vous connaissez, puisque Christophe Morel nous préparera des petites surprises, une petite assiette de dessert avec du chocolat et du thé. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Cédric.